Aujourd'hui, on va poursuivre ce qu'on a fait dans la vidéo précédente sur les graphes de calcul, et cette fois, on va créer des graphes de calcul qui, au lieu de manipuler de simples nombres, vont manipuler des matrices et des vecteurs. Donc les sommets de nos graphes seront désormais des variables auxquelles on associera des matrices ou des vecteurs, et sinon, à part ça, le fonctionnement du graphe sera vraiment le même. On retrouvera les mêmes phases de forward pass et de backward pass. Alors pourquoi faire cela? Il y a principalement deux raisons. Alors la première, c'est qu'une égalité de matrice, eh bien, elle peut traduire énormément d'égalités de nombres scalaires. Et donc travailler avec des matrices permet d'avoir une notation plus élégante et surtout plus compacte, même si derrière ce sont les mêmes nombres qui sont traités de la même façon, les mêmes calculs. Mais voilà, c'est juste un moyen de résumer des égalités de nombres. Alors la deuxième raison, c'est surtout la plus importante, c'est que les calculs matriciels peuvent être exécutés en parallèle par un calculateur, notamment des cartes graphiques, les GPU. Et ces derniers ont joué un rôle central dans l'avènement du deep learning au cours de ces dernières années, car ils ont justement permis en fait, d'accélérer grandement l'entraînement des algorithmes d'apprentissage automatique. Et en fait, si on ne fait pas un calcul matriciel, on est obligé d'écrire des boucles for, et ces boucles for, elles sont obligées d'être exécutées de manière séquentielle, ce qui nous fait perdre du temps. Donc lors des implémentations en Python, on traitera par exemple des réseaux de neurones, on veillera vraiment à éliminer toute présence de boucles for. Alors pour construire ces graphes, on va reprendre en fait le cheminement qu'on a suivi dans la dernière vidéo. Tout d'abord, eh bien, on a considéré des opérations élémentaires telles que la somme et le produit de deux nombres, ou bien l'application d'une fonction. Bien là en fait ça va être la même chose, on va considérer donc la somme et le produit de deux matrices, ainsi que différentes fonctions qu'on peut appliquer à une matrice, comme sommer ses lignes. Et ensuite, si on se rappelle de ce qu'on a fait, il a fallu ensuite savoir réaliser donc le forward pass. Donc, bien, dans notre cas, avec les matrices, bien, il s'agit seulement de savoir faire des sommes et des produits de matrices, ainsi que des applications de fonctions. Donc là, il n'y a pas de problème particulier. Et il a fallu aussi pouvoir réaliser le backward pass, c'est-à-dire en fait, en quelque sorte, dériver ces opérations élémentaires. Et notamment un pilier pour cela, c'était la formule de récurrence qui liait le fameux DS écrit en Python d'un sommet avec les DS de ses voisins sortants. Voilà. Donc là, il va falloir en fait faire la même chose pour chacune des opérations élémentaires que l'on veut traiter avec nos matrices. Alors avant d'aller plus loin, on peut se poser la question, comment est-ce qu'on va faire pour dériver des matrices? En fait, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce qu'on va faire, c'est que pour une matrice A, où on note les coefficients A et J, on va simplement introduire une notation, une autre matrice qu'on va noter DA, mais c'est pas la dérivée, quoi, c'est juste une notation, où en fait donc, tous les coefficients de DA, donc en écriture informatique, seront les DAIJ écrits en informatique. Et donc là, les DAIJ, on les connaît, hein, on sait que c'est la dérivée par rapport au sommet de sortie du sommet AIJ en question. Et en fait, ce qu'on a fait la dernière fois avec le cas des scalaires, ça va être vraiment au cœur de ce qu'on va construire maintenant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire les relations qu'on a sur les scalaires, donc relations établies dans la dernière vidéo, pour en déduire une relation matricielle qui résume ces relations sur les scalaires. Donc c'est dans cela que on va pas du tout dériver par rapport à une matrice, mais seulement utiliser des matrices pour alléger les notations. Alors commençons par bien, la somme de deux matrices, A et B, donc l'opération élémentaire la plus simple. Donc A et B doivent être forcément de même taille, qu'on va noter NP, donc N lignes et P colonnes, et le résultat, donc on va appeler la matrice C, sera nécessairement de la même taille NP. Et donc ce qu'on cherche, c'est une relation entre DA et DC, donc la fameuse formule, la fameuse relation de récurrence, qui par la suite eh bien, sera au cœur donc, du backward pass. Alors la méthode pour montrer une égalité entre deux matrices, c'est de raisonner coefficient par coefficient, en montrant que le coefficient de la première matrice qui se situe à la ligne I et à la colonne J, eh bien, ce coefficient est égal au coefficient de la deuxième matrice qui se trouve également au même endroit. Et ça, eh bien, il faut le faire pour tout I, J, donc I qui varie entre 1 et N, et J qui varie entre 1 et P. Et donc pour cela, on va vouloir en fait trouver une relation entre D, A, I, J, donc encore une fois I et J quelconque, avec les coefficients donc DC, KL, avec KL quelconque. Et pour cela, en fait, on va se poser la question, A et J influent sur quel coefficient de la matrice C? Alors, afin de répondre à cette question, on va écrire la somme avec les coefficients, et en fait, on se rend compte assez simplement que le coefficient A et J n'influe que sur le coefficient C et J de la matrice C. Et donc là, on se retrouve dans un cas qu'on connaît, et qu'on peut représenter de la sorte sur un graphe scalaire. Et on sait que dans ce cas, eh bien, on a cette expression pour D, A et J, hein, c'était une expression qui venait de la formule de la règle de la chaîne. Et pour connaître la dérivée de DC IJ par rapport à DA IJ, eh bien, il faut tout simplement l'expression de CIJ. Et cette expression elle est très simple, elle vaut AIJ plus BIJ, donc la dérivée qu'on cherche eh bien, vaut 1.
Donc finalement, eh bien, DAIJ est égal à DCIJ. Et donc ça veut dire que le coefficient de la matrice DA situé en IJ est égal au coefficient de la matrice DC situé en IJ, et ceci pour tout IJ. Donc finalement, eh bien, DA est égal à DC. Et comme on sait que l'addition est commutative sur les matrices, on récupère également que DB est égal à DC. Donc en fait, le raisonnement qu'on vient de faire, c'est-à-dire partir d'une égalité de matrice, passer par des scalaires pour se ramener à quelque chose qu'on connaît, pour ensuite revenir sur une égalité de matrice, et bien ce raisonnement, on va le réutiliser pour les prochaines opérations. Alors après la somme vient le produit de deux matrices, A et B, où A est de taille NP et B est de taille PQ, et donc C sera nécessairement de taille NQ, où C est égal à AB. Donc là, même but, on va exprimer DA en fonction de DC, donc on va prendre un certain couple IJ, et on va exprimer donc DAIJ en fonction des DCKL. Et pour cela, on va regarder le coefficient AIJ, et donc regarder sur quel coefficient il influe, sur quel coefficient de la matrice C ce coefficient influe. Donc pareil que tout à l'heure, on va pour ça représenter le produit pour un peu visualiser ce qui se passe. Alors voici le coefficient AIJ en rouge, et si on s'imagine faire le produit, eh bien on se rend compte que AIJ va intervenir seulement pour la ième ligne de C. Donc au final, les coefficients de C affectés par AIJ eh bien, seront les coefficients de la ligne I, c'est-à-dire les CIL, où L est compris entre 1 et Q, donc c'est-à-dire n'importe quelle colonne. Et alors, donc une fois qu'on sait cela, eh bien, on se rend compte qu'on s'est encore une fois ramené à un cas qu'on connaît, et voici sa représentation sous forme de graphe scalaire. On a un sommet avec plusieurs variables sortantes, plusieurs voisins sortants. Et bien ça, on sait le traiter. Pour calculer DAIJ, il faut sommer sur tous les voisins sortants la formule de récurrence que l'on connaît. Alors maintenant, que vaut la dérivée de CIL par rapport à AIJ pour un L quelconque? Et bien pour cela, il faut écrire l'expression de CIL, et cette expression, elle nous est donnée par la fameuse formule des sommes des AIK BKJ pour exprimer le coefficient d'une matrice qui s'écrit comme un produit de matrice. Et donc ici, seul le cas où K égale J nous intéresse, parce qu'on va dériver par rapport à AIJ. Et donc si on remplace K par J, on voit que AIJ est multiplié par BJL. Donc BJL, c'est la dérivée qu'on cherche. Donc on remplace cela dans la formule, on commute les deux nombres, et ensuite on va exprimer BJL en fait comme étant le coefficient de B transposé à la ligne L et la colonne J, c'est la définition de la transposée de B. Et une fois qu'on a fait ça, on reconnaît la formule, donc AIK BKJ dont je parlais, ce qui nous permet de dire qu'en fait DAIJ c'est égal au coefficient situé en IJ de la matrice DC fois B transposé. Et donc au final on a l'égalité DA qui est égale à DC fois B transposé. Donc au final, pour un produit A fois B, on sait exprimer DA en fonction de DC, le résultat, mais attention, on ne sait pas exprimer DB puisque le produit sur les matrices n'est pas commutatif. Cependant, on peut avoir une expression de DB en refaisant le raisonnement qu'on vient de faire. Là, on ne va pas le développer ici, mais en tout cas, voilà, avec le même raisonnement, on tombe sur DB qui est égal à A transposé fois DC. Alors on passe maintenant à l'opération f de A, où f est une fonction d'une seule variable, donc d'une variable réelle, qui va s'appliquer en fait coefficient par coefficient sur A. Donc par exemple, C est égal à DA fait partie de ce cas, avec la fonction qui a T associe 2 fois T. Donc là, on va passer rapidement sur le raisonnement, il est encore plus simple qu'avec le produit. Donc AIJ n'influe que CIJ, puisque la fonction s'applique coefficient par coefficient, et donc au final, la formule nous donne cette expression, et la dérivée vaut simplement f' de AIJ, ce qui nous permet d'avoir l'égalité DA est égal à f' de A fois DC. Alors attention, là le fois, il signifie un produit entre f' de A et DC qui se fait coefficient par coefficient, donc c'est pas un produit matriciel. Alors une autre opération qu'on va utiliser plus tard, c'est celle de sommer les lignes d'une matrice, et pour l'écrire, donc je l'ai écrit comme on le ferait en Python avec NumPy, en passant par la fonction sum, à qui on spécifie l'axe, donc ici 1 pour sommer les lignes, et le keepDims qui permet de garder une matrice en retour, et non pas un tableau à une seule dimension. Pour ça, c'est des détails assez pratiques. Et donc là, pour exprimer DA en fonction de DC, si on note C le résultat, on pourrait bien sûr reprendre le même raisonnement qu'auparavant, et on arrivera à la bonne formule. Mais on peut voir que en fait, sommer les lignes d'une matrice, ça revient à multiplier à droite par un certain vecteur qu'on va appeler ici JP, qui est en fait un vecteur colonne, enfin qui est le vecteur colonne de taille P, où tous les coefficients sont égaux à 1. Donc ici un exemple avec une matrice A de taille 4, 3. Si on multiplie à droite par J3, on obtient bien la somme des lignes de A. Donc au final, si C est égal à A fois JP, eh bien, on a vu qu'on sait exprimer DA en fonction de DC. Il s'agit de DC multiplié par JP transposé. Et en fait, une autre manière de l'écrire, toujours avec NumPy, c'est d'utiliser la fonction np.tile.
Alors pourquoi? Parce que en fait, si on réalise le produit matriciel DC fois JP transposé, on se rend compte que ce produit ne fait que recopier le vecteur colonne DC P fois pour avoir une matrice de taille NP. Eh bien, en fait, c'est exactement ce que fait la fonction np.tile lorsque on appelle donc np.tile de DC P. Alors pour la somme des colonnes, qui s'écrit comme ceci avec NumPy, cette fois on change d'axe, eh bien cette fois-ci il faut voir que sommer les colonnes, ça revient en fait à multiplier à gauche par jn transposé, toujours si a est de taille np. Et donc on a cette expression pour dA, là encore on pourrait réécrire cela avec la fonction np.tile. Et une fois qu'on a fait ça, on sait également traiter le cas où on somme tous les coefficients d'une matrice, puisqu'en fait sommer tous les coefficients, ça revient à d'abord sommer les lignes, puis les colonnes. Alors une remarque pour terminer sur le cas d'un sommet qui se divise en plusieurs sorties, mais là la même règle s'applique que pour les scalaires. En fait on va sommer pour chaque branche les dérivés. Pour le cas scalaire, en fait cela venait de la règle de la chaîne dans le cas multivariable, et ici c'est une conséquence du cas scalaire vu qu'en fait on a juste réécrit les égalités du cas scalaire. Et enfin, et donc l'algorithme du backward pass va se dérouler de la même manière que dans la dernière vidéo. On va parcourir les sommets dans l'ordre topologique du graphe de calcul auquel eh bien, évidemment on aura d'abord donc renversé tous les arcs. Alors pour conclure, on a mis en place un graphe de calcul qui permet de travailler au niveau matriciel. Donc cela va nous permettre de construire des fonctions à partir d'opérations entre des matrices et des vecteurs. On verra que c'est typiquement comme cela qu'on peut représenter un réseau de neurones. Et une fois ce graphe construit, on bénéficie alors d'une différenciation gratuite, c'est-à-dire qu'on n'a aucun travail à faire, mis à part un parcours des sommets du graphe, pour avoir les dérivés de chacun des sommets.